Bourdieucité.net d'Octave Mirbeau, conte Grand 4, illustration musicale, Eric Satie, Gnossienne, numéro 6. Licence Musopen. Lecture Alain Bernard. Premier texte. Les deux amis. L'histoire morale de M. Anastase Godon et de M. Isidore Fleury peut s'écrire en deux lignes. Employés dans le même ministère, ils avaient vécu côte à côte pendant 35 ans, sans passion, sans idée, sans brouille, d'une même existence ponctuelle, paresseuse et léthargique. Ce qu'ils avaient pu avoir de jeunesse jadis avait tout de suite disparu dans le grand ensommeillement du bureau. La parité de leurs goûts inconscients, de leur travail mécanique, de leur néant, les avait liés par une habitude d'eux-mêmes, en quelque sorte végétale, plus forte qu'une amitié raisonnée. De la vie qui s'agitait autour d'eux, ils n'avaient rien vu, jamais, rien compris, rien senti, incapables d'imaginer quoi que ce fût au-delà de soi. Ils s'en tenaient à quelques préceptes de morale courante et d'honneur établi qui constituaient en leur esprit toute la science et le but de l'existence humaine. Jamais un rêve d'autre chose n'avait pénétré leur pauvre cervelle, réglée comme une montre par l'administration. Une seule chose au monde les troublait, en leur constante quiétude, un changement de ministère, et encore, les impressions indécises qu'ils en avaient étaient, elles, le résultat de l'influence excitatrice du milieu, plutôt que de l'événement direct. Durant quelques jours, ils étaient inquiets. Leur pouls battait plus vite. Ils s'élevaient jusqu'à la conception vague d'un renvoi ou d'un avancement possible, et le nouveau ministre installé, la paix revenue dans les bureaux, ils reprenaient aussitôt leur vie régulière et neutre de larves endormies. Les habitudes sédentaires, l'indigeste nourriture des crèmeries, jointe à la dépression cérébrale qui allait, chaque jour, s'accentuant, les avaient préservés des dangers spirituels ainsi que des besoins physiques de l'amour. 3 ou 4 fois, à la suite de banquets administratifs, ils avaient été entraînés dans de mauvaises maisons, et ils en étaient sortis mécontents, plus tristes et volés. « Ah bien merci, disait M. Anastase Godon. Pour le plaisir qu'on a, vrai, c'est cher. »« Faut-il être bête, opinait M. Isidore Fleury, pour dépenser son argent à ça ? » ?»« Mais qu'est-ce qu'on trouve de drôle à ça ?» récriminait aigrement M. Anastase Godon. Et M. Isidore Fleury déclarait, non sans dégoût, « Quand je pense qu'il y a des hommes qui font ça tous les jours, et qui se ruinent pour faire ça, non, c'est incroyable. » Pendant plusieurs semaines après ces fâcheuses aventures, ils pensaient à l'emploi meilleur et vraiment profitable qu'ils auraient pu faire de leur argent, et ils le regrettaient. Il n'y eut point d'autre incident de leur vie. Mais à mesure qu'ils avancèrent en âge, de nouvelles images hantèrent le désert si vaste et si vide de leur cerveau. Des rêves de repos, de campagnes lointaines s'insinuèrent en eux, indécis d'abord, puis ils se précisèrent, peu à peu, davantage. M. Anastase Godon se voyait en manche de chemise dans un jardin, il voyait des bêches, des pots de fleurs, une petite maison blanche, une levrette dansant devant lui sur ses pattes grêles. Son intelligence s'enrichissait de 1000 notions, de 1000 formes, auxquelles il n'avait pas songé jusqu'ici. M. Isidore Fleury, lui, suivait des rêveries en chapeau de paille, en veste de toile, et sur des fonds de soleil entre des nénuphars. Il distinguait nettement un bouchon rouge s'en aller au bout d'une ligne, à la dérive des eaux profondes, avec d'énormes poissons nimbés de poils à frire. M. Anastase Godon prit le premier sa retraite. Il acquit près de Beson un petit terrain et y bâtit une petite maison. M. Isidore Fleury acquit le terrain voisin, séparé seulement de celui de Godon par une simple palissade qu'interrompait un puits mitoyen. Une sente passait au bout de la palissade. Puis, à droite et à gauche, entre des champs dénudés, sans un arbre, des champs couverts alors de chaumes roussis, de gravats et parsemés, çà et là, de maisons pareilles à des jouets d'enfants sur une table. Au loin, sur la détresse du ciel suburbain, brouillé de vapeurs lourdes, quelques cheminées d'usines crispaient leurs colonnes noires, et l'horizon, au-delà de la plaine tout endeuillée, de la tristesse morne des banlieues, se confondait avec les nuages couleur de suie. Ce fut M. Godon qui, expérimenté déjà dans la bâtisse, surveilla la construction de la maison de Fleury.
Celui-ci venait le dimanche. La mitoyenneté du puits fournissait aux deux amis l'occasion de plaisanteries intarissables et harmonieuses. « Nous aurons une femme de journée mitoyenne, » disait Godon. « Ce sera notre bonne mitoyenne. Nous aurons aussi un chien mitoyen. » Et l'œil plus brillant, les pommettes enflammées, il pinçait son ami au genou, clamant « Ah, sacré vieux Fleury, va, toi aussi tu es mitoyen. Tu es un ami toyen. » À quoi Fleury répondait en tapant sur l'épaule de Godon « Mitoyen, citoyen, ami toyen, est-il farce, sacré Godon ?» Depuis 2 mois, la maison de M. Fleury est bâtie. Elle est pareille à celle de Godon. Les 2 jardins se ressemblent aussi. Ils ne diffèrent que par le choix des fleurs qui les ornent. M. Godon n'aime pas les géraniums. M. Fleury préfère les pétunias. Ils sont parfaitement heureux. Presque toute la journée, assis sur la margelle du puits mitoyen, ils ne se quittent pas et rêvent à de vagues et réciproques améliorations. L'heure du coucher seule les sépare. Ils ont une bonne qui les satisfait par sa propreté et sa connaissance du mironton. Quant aux chiens projetés, ils en ont remis l'acquisition à l'année suivante. Tous les matins, en se levant, ils viennent s'asseoir à la margelle du puits. « As-tu bien dormi ?» demande M. Godon. « Et toi, as-tu bien dormi ?»« Oh !» Puis M. Fleury regarde le prunier, une mince tige défeuillée et qui déjà se dessèche. Et M. Godon contemple longtemps son cerisier qui n'a pas donné de cerise. « C'est aujourd'hui vendredi, hein ?» fait M. Godon. Oui, c'était hier jeudi. Et ce sera samedi demain, par conséquent. Comme le temps passe tout de même. Oh oui, mon vieux Fleury. Oui, mon vieux Godon. Les bras croisés et les yeux vagues, ils ont l'air de réfléchir à des choses profondes. En réalité, ils ne pensent à rien. Au-delà de la Sente, la plaine est nue et jaune uniformément. La Seine coule invisible dans ce morne espace. Aucune ligne d'arbre, aucun bateau n'en dévoile le cours sinueux, perdu dans la monotonie plate et ocreuse du sol. Mais je ne vois même pas cela. Parfois, un souvenir du ministère traverse leur esprit. Mais déjà, si lointain, si perdu, si déformé. De ces 35 années passées là, il ne leur reste de vraiment net que l'image imposante de l'huissier avec sa chaîne d'argent. « Oh, qu'on est heureux d'être indépendant !» murmure de temps en temps M. Godon. « Indépendant? Oui, oui, c'est ça, répond M. Fleury. Indépendant? Chez soi, indépendant. » Et ce mot qu'il répète avec des temps entre les syllabes, tandis que s'étiolent ici les géraniums et là les pétunias, n'éveille en eux aucune autre idée correspondante. Un soir, après le dîner, M. Godon propose « Il faudrait enfin peindre la palissade. »« Ah oui, c'est ça, répond M. Fleury. Et comment la peindrons-nous, la palissade? En vert? Non, en blanc. Moi, je n'aime pas le blanc. Et moi, je déteste le vert. Le vert n'est pas une couleur. Pas une couleur, le vert? Et pourquoi dis-tu que le vert n'est pas une couleur? Parce que le vert, c'est laid. Laid, le vert? Et M. Godon se lève, ému, très rouge et très digne. Est-ce une allusion? Pense-la comme tu voudras. Fleury, Godon. Et brusquement, M. Fleury s'emporte, gesticule et grimace. Je dis que le vert est laid, parce que j'en ai assez de tes tyrannies. Tu as bâti ma maison, tu as décidé mon jardin, tu te mêles toujours de mes affaires. J'en ai assez de tes tyrannies. De mes tyrannies, souffle M. Godon. Mais tu es une canaille. Et toi, tu es un imbécile, une bête, une bête. Monsieur Fleury, Monsieur Godon. Tous les deux, visage contre visage, le poing levé, l'œil furieux, la bouche frémissante, ils s'injurient et se provoquent. Je vous défends, monsieur, de remettre jamais les pieds chez moi. Si vous osez me regarder en face, Le lendemain, dès l'aube, M. Godon commençait à élever un mur entre sa propriété et celle de M. Fleury. Ils vont plaider. La première émotion. C'était un vieux homme, un peu voûté, très doux, très silencieux, très propre, et qui jamais n'avait pensé à rien. Sa vie était réglée mieux qu'une horloge.
car il arrive que les horloges quelquefois s'arrêtent et se détraquent. Lui jamais ne s'arrêtait, ni ne se détraquait. Jamais il n'avait connu la hâte d'une avance, l'émoi d'un retard, la fantaisie d'une sonnerie folle dans son âme. Il s'appelait Monsieur Isidore Buch, était employé au ministère de l'Instruction publique. Chose curieuse et unique, il conservait vieillard la même place, les mêmes appointements, le même bureau, le même travail que jeune homme lorsqu'il était entré dans la carrière administrative. Un avancement l'eût dérangé dans ses habitudes. Il était incapable d'en supporter l'idée, si l'idée lui en était venue. Mais il ne lui venait jamais aucune idée. L'intrusion dans son existence de quelque chose de nouveau eût été pire pour lui, l'eût davantage effrayé que la mort. M. Isidore Buch se levait à 8 heures, hiver comme été, allait à son bureau par les mêmes rues, sans s'attarder jamais devant une boutique, sans se retourner derrière un passant, sans baguenauder à suivre la marche alerte d'une femme ou à contempler la joie d'une affiche sur un mur. Et par les mêmes rues aussi, le soir, à 6 heures, il s'en revenait chez lui, du même pas mesuré, mécanique, toujours pareil. Frugalement, il prenait dans sa chambre un repas innommable que lui montait sa concierge, ressortait, achetait chez la même marchande avec les mêmes gestes, le petit journal qu'il emportait sous le bras gauche pour le lire dans son lit, jusqu'à 9 heures. Après quoi il s'endormait. Il était bon, et ça lui était facile, n'ayant personne à aimer, ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis, ni chien, ni pauvre, ni fleurs. Il était bon. J'entends qu'il ne disait pas de mal de ses chefs, n'avait jamais dénoncé un collègue, supportait sans jamais répondre les bourrades et les insultes. Par un singulier euphémisme, on disait de lui « Ah, quel brave homme que le père Isidore Buch !» Le dimanche, toute la journée, il travaillait, car ses appointements étaient modestes. Il travaillait à mettre au clair les comptes d'une vieille dame propriétaire, à Clichy, de 5 maisons d'ouvriers. Il avait 60 ans et jamais il n'avait pensé à rien. Jamais il n'avait pensé à rien, et pourtant un jour, tout à coup, il s'étonna de voir dans l'air, en allant à son bureau, quelque chose de très haut, et qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait ni le Louvre, ni Notre-Dame, ni l'Obélisque, ni l'Arc de Triomphe, ni le Panthéon, ni les Invalides, et il ne connaissait rien. Il avait passé auprès de ces divers monuments sans les regarder, sans les voir, et par conséquent, sans se demander pourquoi ils étaient là et ce qu'ils signifiaient. Il avait cependant de leur présence médiate un soupçon vague. Ces façades ouvragées, ces dômes, ces flèches, ces masses carrées de pierre, ces cintres ouverts sur le rêve du ciel, ces squares, ces horizons, ces trouées de rues, tout cela se fondait dans l'énorme néant qu'était pour lui la ville, la nature, toutes les choses, tous les êtres, en dehors de son bureau, de sa chambre, des huissiers du ministère, de sa concierge et du petit journal. Mais ce quelque chose de soudain, d'inhabituel, qui barrait le ciel, qui déroutait ce néant, il ne pouvait pas ne pas le voir, et le voyant, il ne pouvait pas ne pas y penser. Le petit journal lui apprit que c'était la tour Eiffel. Alors son esprit travailla. Tous les matins, avec des angoisses torturantes, il se demanda ce que c'était réellement que cette tour Eiffel, à quoi elle pouvait servir, et pourquoi elle s'appelait Eiffel. Ce fut le seul moment de sa vie où, dans son cerveau, s'agita une sorte d'intellectuel tumulte. Il eut la conscience d'une vie probable au-delà de la sienne, d'une vie possible par-delà celle de sa concierge, conscience vacillante et trouble où s'ébauchèrent des formes embryonnaires et des mouvements larveux correspondant à ces formes et des bruits inharmoniques correspondant à ces mouvements. Mais celle-là lui faisait mal à la tête de songer à tant de choses. Avec une terreur, elle disait, le matin, aux huissiers du ministère, « J'ai encore vu la tour Eiffel. » Et le soir, avec la même terreur, avivé par des ressouvenirs bibliques, il répétait à sa concierge, « J'ai encore vu la tour de Babel. » En lisant le petit journal, il avait maintenant des distractions. Plusieurs fois, il s'était arrêté dans la rue, devant une affiche. Et il avait été surpris un jour par l'étrangeté du regard d'un passant. Et pressentant l'approche de quelques fantaisies indéterminées, un besoin sourd de s'évader,
hors des cloisons de sa chambre, par-delà les plafonds crasseux de son bureau. Il s'effraya. Mais cet extraordinaire bouleversement de son être s'apaisa bientôt. La crise s'évanouit. Peu à peu, il recommença à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus rien entendre, à ne plus s'arrêter devant une affiche, à ne plus sentir la commotion d'un regard humain. Il retrouva le tic-tac régulier de son horloge intérieure. Et la tour Eiffel se confondit avec le Louvre. Notre-Dame, l'Obélisque, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, les Invalides. Dans la brume intraversable dont s'enveloppait la mort de son esprit et la mort de ses yeux, il recommença de ne penser à rien. Il recommença de ne penser à rien, et pourtant, il lui arriva une chose inattendue et stupéfiante. Une nuit, il rêva. Il rêva qu'il pêchait à la ligne, au bord d'un fleuve. Pourquoi ce rêve? Jamais il n'avait pêché à la ligne. Pourquoi un rêve? Jamais il n'avait rêvé. Ses nuits étaient aussi vides de rêves que de pensées ses jours. Il dormait comme il vivait, le néant. Le jour et la nuit, c'étaient les mêmes ténèbres morales qui se continuaient. Cela lui parut un événement grave et un événement terrible, l'introduction d'un rêve dans sa vie nocturne, aussi grave et aussi terrible qu'avait été l'introduction d'une pensée dans sa vie diurne. Mais il ne chercha pas à s'expliquer le pourquoi de ce nouveau mystère. La nuit suivante, il rêva encore. Il rêva qu'il pêchait à la ligne. Oui, il se voyait assis sur une berge, parmi des herbes odorantes et fleuries. Il tenait à la main une longue gaule de roseaux. De l'extrémité de la gaule pendait un mince crin brillant qui traversait l'épaisseur d'un bouchon rouge flottant sur l'eau. De temps en temps, le bouchon sautillait sur la surface, immobile et dure comme un miroir. Il tirait de toute la force de ses deux poings réunis au manche de la gaule. Le crin se tendait, la gaule ployait, et il restait ainsi des heures, faisant des efforts acharnés pour amener l'invisible poisson. Alors il se réveillait en sueur, à bout de force, haletant, et quelques minutes, dans le noir de la chambre, qui s'illuminait de fantastiques, de phosphoriques carcasses de poisson, il gardait l'effroi de cette gaule ployée, de ce crin tendu et de cette immobile surface d'onde que ne troublait aucun éclair d'ablette, aucun sillage de brochet, aucun remous autour du bouchon rouge. Durant plusieurs mois, ce rêve le poursuivit chaque nuit. « Je n'en prendrai donc jamais, se disait-il avec épouvante, car tout le jour il pensait à son rêve, et il aurait bien voulu ne plus penser à rien. Il aurait bien voulu ne plus penser à rien, et pourtant, à force de penser à ce rêve, il prit la passion de la pêche à la ligne. Pour aller à son bureau, M. Isidore Buch fit des détours, longea les quais, et s'attarda à regarder les pêcheurs. Lorsqu'il s'en revenait le soir, il s'arrêta devant un magasin où étaient exposés à la vitrine des lignes, des gaules, des accessoires variés et charmants, dont il ne connaissait pas l'usage, et qu'il eût voulu posséder. Il trouva un émotionnant plaisir à considérer la carpe en carton doré qui se balançait en haut de la devanture, pendue à un fil de soie. Et il se répétait, le cœur battant, les veines tout envahies par des ondes de sang plus chaud. Je n'en prendrai donc jamais. Un samedi soir, il s'enhardit, entra dans le magasin, fit de fastueuses emplettes, et rentra chez lui, en proie à une agitation insolite. Cette nuit-là, il ne dormit point. Le lendemain, au petit jour, il s'achemina, muni de gaules, de lignes, d'épuisettes, les poches bourrées de boîtes, de trousses. Il s'achemina vers la Seine, qui longea jusqu'à Meudon. À Meudon, il choisit une place où l'eau lui sembla profonde, où l'herbe était douce. En préparant sa ligne, suivant les indications qu'on lui avait données au magasin, il se disait « Voyons, je n'en prendrai donc jamais. » Puis il lança sa ligne à l'eau. Le matin était en fête, l'eau chantait doucement sur la rive, dans une touffe de roseaux. Sur la berge, des promeneurs flânaient et cueillaient des fleurs. Monsieur Isidore Buch suivait sur la ligne tranquille du fleuve le bouchon rouge et bleu. Il avait les lèvres serrées, le cœur mordu par l'angoisse. Quelque chose de dur et de brûlant serrait son crâne, classiquement couvert d'un large chapeau de paille. Tout à coup, le bouchon frissonna, et autour du bouchon,
de petites rides apparurent sur l'eau, s'élargirent. « Oh oh !» fit M. Isidore Buch, très rouge. Le bouchon glissa plus fort sur l'eau et disparut dans un léger bouillonnement. « Oh oh !» fit-il, très pâle. Et il sentit une secousse. Et, ayant tiré, il vit le crâne se tendre, la gaule ployée, son cœur battit comme une cloche de Pâques. Une sueur froide roula sur ses tempes et il tomba sur la berge, mort. Un administrateur. Sur la côte bretonne, entre Lorient et Concarneau, est un village, le Carnac, un village imaginaire. Des dunes plates ou mouvantes où croissent de maigres pissenlits et des pavots cornus séparent le Carnac de la mer. Une crique bien abritée des vents du sud-ouest, par de hautes murailles de rocs rouges et carrés, pourvue d'une estacade et d'un quai, sert d'abri aux chaloupes de pêche, aux petits caboteurs fuyant le gros temps. Derrière le village, aux rues resserrées et dévalantes, les terrains ont un aspect désolé. Ce sont, dans une sorte de cuvette, formée par de circulaires coteaux de landes, des prairies marécageuses où même, par les plus secs étés, l'eau stagne, huileuse et noire. De ces prairies montent des émanations pestilentielles. L'humanité qui vit là, dans de sordides taudis, imprégnés de l'odeur des saumures et des pourritures de poissons, est chétive et douloureuse, hommes pâles et rabougris, femmes spectrales d'une lividité de cire. On ne rencontre que des dos voûtés, d'ambulants cadavres, et, sous les coiffes, dans des visages blancs et fripés, des hagardes prunelles où brillent l'éclat vitreux des fièvres et que brûle le poison des dévorantes malarias. Tandis que l'homme, dans sa chaloupe, malgré, court la mer à la poursuite de l'improbable sardine, la femme cultive, comme elle peut, la terre marécageuse et le coteau de lande au-dessus, où çà et là, entre les touffes des ajoncs, apparaissent de tristes emblaves, ainsi que sur des crânes de vieilles des plaques de peau dartreuses. Il semble qu'une fatalité irrémédiable pèse sur ce coin de terre maudit. Et par les mornes soirs, par les soirs silencieux, on croit voir la mort passer dans l'air. C'est à l'automne surtout que la fièvre ravage cette population misérable. Les êtres se recroquevillent davantage, se décolorent, se dessèchent et meurent, pareils à des plantes malades, frappées par un vent mauvais. En cette atmosphère de cimetière, en cette irrespirable nature, il n'y avait qu'un seul homme qui fût gras et joyeux, c'était le maire. Ancien sardinier de Concarneau, il avait gagné rapidement une jolie fortune et s'était retiré au Carnac, où il possédait quelques terres et une confortable maison sur le coteau, le seul coin riant du pays, le seul où il y eut quelque chose qui ressemblât à des arbres, à de la verdure, à des fleurs, à un peu de vie. Les germes mortels de la malaria n'atteignaient pas à la hauteur où se dressait cette maison heureuse, et le vent du large ne laissait de son passage que la santé de sa forte salure et de ses vivifiants arômes. Ce maire était un très excellent homme, du moins il passait pour tel dans le pays. Il ne demandait qu'à se dévouer à ses administrés. Et de fait, il se dévouait immensément. C'est ainsi que, avec la complicité du recteur, et en tondant chaque jour, par des quêtes ingénieuses et de non moins ingénieux impôts, sur la misère des pauvres habitants du Carnac, il avait édifié une belle église en pierre blanche, puis une belle mairie Louis XIII, puis une belle maison d'école Louis XVI, où jamais aucun enfant ne fréquentait. La commune était d'obérée, pliée sous le poids de ses dettes. Les gens étaient écrasés d'impôts, de centimes additionnels, de charges multiples. Mais ils considéraient leur maire comme un saint, comme un héros, et cela soulageait un peu leur souffrance. Lui se réjouissait dans ses bonnes œuvres, et il vivait en paix avec sa conscience, dans l'amour de ses concitoyens. N'ayant plus aucun édifice à élever pour le bonheur du peuple, il songeait philanthropiquement à de vagues catastrophes où il put montrer toutes les bontés de son âme.
Si une épidémie effroyable pouvait fondre tout à coup sur le village, se disait-il, oh, comme je les soignerais, comme je les frictionnerais. Ils meurent, c'est vrai, mais ils meurent l'un après l'autre, avec une régularité monotone. S'ils pouvaient mourir 10, 20, 30, d'un seul coup, oh, comme je pourrais employer mon activité, mes qualités d'organisateur, mes tendresses pour ces pauvres diables. En ces moments-là, il sentait battre dans sa propre poitrine l'âme d'un Jules Simon. Jules Simon, 1814-1896, homme politique et philanthrope, que Mirbeau n'a cessé de tyranniser, voire notamment les petits martyrs, et encore M. Jules Simon, l'Écho de Paris, 3 et 10 mai 1892. Un jour, son rêve se précisa. C'était en 1885. Le choléra dévastait Marseille et Toulon. Il y eut des centaines de victimes, dont la presse donnait une comptabilité quotidienne. Le maire se promenait un matin sur le quai de Carnac, et sa pensée, franchissant les mers et les continents, se pavanait parmi les colériques de là-bas. Il évoquait les hôpitaux encombrés, les rues mornes, les froids des habitants, les corps tordus par l'horrible mal, le manque de cercueils, les grands feux qui brûlaient sur les places publiques. Et il se disait, ont-ils de la chance, les maires de là-bas? Moi, jamais je n'aurai de ces chances-là. Et que font-ils? Rien. Ils perdent la tête, voilà tout. Ce ne sont pas des organisateurs. Ah, qu'il me vienne une bonne épidémie, et l'on verra. On ne me connaît pas. Et qu'est-ce que je demande? Rien. Je n'ai pas d'autre ambition que celle d'être utile. La croix de la Légion d'honneur me suffira. À ce moment, une chaloupe de Quiberon entra dans le port et vint s'amarrer au quai, contre la cale où le maire arrêté songeait à ses charitables songes. Et tout à coup, il sursauta. « Oh mon Dieu !» cria-t-il. Dans le fond de la chaloupe, un matelot était couché sur un piquet de filet, paraissant en proie à un mal indicible, les jambes tordues, les bras crispés, le corps tout entier, secoué par les hoquets. Il poussait d'étranges plaintes et d'étranges jurons. Le maire, très ému, interpella le patron de la chaloupe. « Mais cet homme est malade. Cet homme a le choléra. »« Le choléra, dit le patron, en haussant les épaules. Ah oui, un drôle de choléra. Il est saoul, le cochon. » Le matelot continuait de se plaindre. Un spasme le prit, et il se souleva un peu sur ses poings, et la bouche ouverte, la tête ballante, la poitrine battue par des efforts intérieurs, et laissa échapper un long vomissement. « Vite, vite, du secours !» vociféra le maire. « C'est le choléra. Je vous dis que c'est le choléra. Le choléra est au Carnac. » Quelques hommes s'approchèrent. D'autres s'enfuirent. Le maire commanda de l'acide phénique, des étuves, qu'on allume des feux sur le quai. Et malgré les protestations du patron, qui répétait « Puisque je vous dis qu'il est saoul », le maire sauta dans la chaloupe. « Aidez-moi, aidez-moi, n'ayez pas peur. » On souleva le matelot, on le débarqua. Porté par 3 hommes sous la conduite du maire, il fut promené par toutes les rues du village jusqu'à l'hospice. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a » demandaient les femmes en voyant passer ce cortège insolite. Et le maire répondait « Ça n'est rien, rentrez chez vous. Ça n'est rien, n'ayez pas peur. C'est le choléra. » Les femmes, plus livides à cette nouvelle, plus spectrale, se répandaient à travers le village, clamant avec des grimaces d'effroi. « Le choléra, le choléra, le choléra est ici !» Et pendant que tout le monde fuyait, le maire commandait d'une voix retentissante qu'on aille prévenir le recteur, qu'il fasse sonner les cloches, qu'on verse du chlore dans les rues. N'ayez pas peur. Qu'on allume des feux, comme à Marseille. À l'hospice, le maire voulut soigner lui-même le malade. Il le débarrassa de ses vêtements, le nettoya de ses ordures, et comme les sœurs étaient un peu pâles, il les réconfortait. « Voyez, je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça n'est rien, je suis là. » Puis il étendit le corps dans un lit bassiné, le frictionna longtemps avec une brosse, lui posa au long des flancs, sous les pieds, aux aisselles, sur le ventre, des briques chaudes. Le matelot grognait, se démenait, repoussait les soins, repoussait les briques qui lui brûlaient la peau, exhalait des plaintes de colère mêlées à de gros jurons. « Les crampes, voilà les crampes, du rhum, vite !» ordonna le maire, « qu'on m'apporte une bouteille de rhum. »« Il n'est que temps. »« N'ayez pas peur. » Il introduisit entre les dents du patient le goulot de la bouteille pleine de rhum. D'abord, le pochard fut paru ravi. Une expression de joie illumina sa figure. « Ah, vous voyez, fit le maire, il revient à lui. Ça va mieux. Il n'y a que le rhum. » Et d'un mouvement rapide, il redressa la bouteille tout droite
le goulot profondément enfoncé dans la bouche du matelot. Tout à coup, le matelot suffoqua. Il fit de grands gestes. Un spasme lui secoua la gorge. Le liquide rejeté coula par la bouche, par le nez, avec un bruit de râle et d'étranges sifflements. « Allons, bois donc, avale, sacré matin, dit le maire, qui enfonça la bouteille plus avant dans la bouche. Mais l'œil se convulsait, se renversait sous la paupière. Les membres rigides se détendirent, les gestes cessèrent. Le matelot était mort étouffé par le rhum. « Trop tard, prononça le maire d'une voix navrée. Ce soir-là, le tambour de ville parcourut les rues du Carnac et tous les 20 pas, après un roulement, il lisait la proclamation suivante. « Aux habitants du Carnac, mes chers concitoyens, le choléra est dans nos murs. Il a déjà fait de nombreuses victimes. Qu'on se rassure, votre maire ne vous abandonnera pas. Il s'installe en permanence à la mairie, prêt à tous les événements et bien résolu à vous disputer au fléau. Vive le Carnac !» Mais les rues étaient désertes, et déjà, tous les habitants claquaient des dents au fond de leur taudis fermé. Monsieur Carr. Le nom de Monsieur Carr doit naturellement rappeler celui de Monsieur Thiers, incarnation du bourgeois sans cœur qui défend son ordre à coups de massacre. On enterrait hier Monsieur Carr. Ce fut une émouvante formalité. Ne voulant pas me distinguer par une abstention unique qui eût été jugée sévèrement, en ce petit pays très impressionnable, très jaloux de son particularisme, je fis comme tout le monde et j'accompagnai le vénérable Monsieur Carr à sa dernière demeure. Au cimetière, sous une pluie de neige fine et glacée, qu'accélérait obliquement un aigre vent du nord-ouest, Monsieur le maire prit la parole, ce qui n'arrive jamais que dans les exceptionnelles occasions de la nécrologie locale, par exemple à la mort d'un conseiller municipal ou d'un chevalier du mérite agricole. Et bien que par système, M. Carr n'eût été rien de tel, et même que par tempérament, il n'eût été rien du tout, personne ne fut étonné de ce considérable honneur ajouté à l'insolite pompe de ses funérailles, qui rappelait celle de M. Thiers en petit. On sentait que quelque chose de national planait au-dessus des liturgies plus humbles et des cortèges moindres. Après avoir, d'une voix annonnante et consécratoire, célébré toutes les vertus privées de M. Carr, M. le maire, en veine d'éloquence, conclut comme suit. « Il ne m'appartient pas, mesdames et messieurs, de juger la vie de M. Carr. D'autres plus autorisés que moi rendront à cet admirable concitoyen ce mérité et suprême hommage. Si M. Carr, que nous pleurons tous, ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville que, grâce à votre confiance, j'ai l'honneur d'administrer, par des libéralités matérielles, des actes directs de bienfaisance, ou par l'éclat d'une intelligence supérieure et l'utilité d'une coopération quelconque, pécuniaire ou morale, au développement de notre petite vie municipale, qu'il me soit permis néanmoins, et je crois être l'interprète des sentiments unanimes de notre chère population, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre à la mémoire de M. Carr la justice qui lui est due. Oui, messieurs, M. Carr, en qui je veux voir plus qu'un homme, un principe social, nous aura toujours donné l'exemple, le haut et vivifiant exemple d'une vertu, ah, bien française celle-là, d'une vertu merveilleuse entre toutes, d'une vertu qui fait les hommes forts et les peuples libres, l'économie. M. Carr aura été, parmi nous, le vivant symbole de l'épargne, de cette petite épargne courageuse et féconde, que nulle déception n'atteint, que nul malheur ne lasse, et qui, sans cesse trompée, volée, ruinée, n'en continue pas moins d'entasser, pour les déprédations futures et au prix des plus inconcevables privations, un argent dont elle ne jouira jamais, et qui jamais ne sert, n'a servi et ne servira qu'à édifier la fortune et à assouvir les passions des autres. Abnégation merveilleuse.
Tirelire idéal, au bas de laine, ce sera l'honneur de M. Carr, dans une époque troublée comme la nôtre, d'être demeuré fidèle, peur face et néfaste, comme dit le poète, à des traditions nationales et grotesques, et gogotesques, où notre optimisme se réconforte, si j'ose m'exprimer ainsi, car, comme l'a écrit un grand philosophe, dont je ne sais plus le nom, l'épargne est la mère de toutes les vertus, et le principe de toutes les richesses nationales. Et maintenant, Joseph-Émile Carr, adieu. Malgré ses réticences et ses obscurités, ce discours me fut comme une soudaine illumination. Je compris tout de suite la signification humaine de M. Carr, son importance sociale et les sentiments correspondants de la foule, qui l'admirait et le pleurait, comme un héros. Tout cela me parut d'un enchaînement solide et d'une implacable logique. Je trouvai M. Carr harmonique à la foule harmonique à M. Carr, et le maire harmonique à celui-ci et à celle-là. Et je rougis de ne pas avoir compris cela plus tôt. M. Joseph-Émile Carr était une construction physique lumineusement évocatrice de son âme. Courteau, gras et rondelé, il avait entre des jambes grêles un petit ventre bien tendu sous le gilet, et son menton, sur le plastron de la chemise, s'étageait congrument en un triple bourrelet de graisse jaune. Sous ses paupières, boursouflées, ses yeux jetaient l'éclat triste et froid d'une pièce de 10 sous. Il représentait exactement l'idéal que l'économie politique, les gouvernements libéraux et les sociétés démocratiques se font de l'être humain, c'est-à-dire quelque chose d'absolument impersonnel, improductif et inerte. Quelque chose de mort qui marche, parle, digère, gesticule et pense, selon des mécanismes soigneusement calculés. Quelque chose enfin qu'on appelle un petit rentier. Et je revis M. Carr sortant de sa maison chaque jour, à midi, descendant sur le trottoir de gauche, la rue de Paris, allant jusqu'au 45e arbre sur la route de Bernichette, puis rentrant chez lui par le trottoir de droite, ayant fait le même nombre de pas que la veille, et n'ayant dépensé de mouvements musculaires et d'efforts cérébraux que ce que pouvait lui en permettre le petit compteur intérieur réglé et remonté par l'État chaque matin qui lui tenait d'âme. La foule s'écoula lentement du cimetière en proie à une tristesse visible. Je rejoignis le maire qui s'essuyait la bouche encore enduite de la salive épaisse de ses paroles. Nous jetâmes une dernière pelletée de terre gelée dans la fosse où l'on avait descendu le cercueil de M. Carr, et nous revînmes ensemble vers la ville. Oui, mon cher monsieur, me dit le maire, notre Carr fut un héros, et l'on élève des statues à des gens qui ne le valent pas, à des écrivains par exemple, à des philosophes, des savants qui troublent la vie des hommes, et la compliquent d'inutiles pensées et de gestes plus inutiles encore. Il y aurait eu bien plus à dire sur la tombe de cet admirable M. Carr que ce que j'ai dit. Ben, que voulez-vous, cette foule n'aurait rien compris. Ce qui me touche dans le cas de M. Carr, c'est que jamais ne goûta la moindre joie, jamais ne prit le moindre plaisir, même au temps de sa richesse, et il me connut ce que les plus pauvres des mendiants connaissent parfois, une heure de bon temps. Il se priva de tout et vécut à côté de son argent, plus misérable et plus dénué que le vagabond des grandes routes. Dans ses promenades quotidiennes, il ne dépassait pas le 45e arbre de l'avenue de Bernichette. De même, dans toutes les directions de la connaissance et de la fantaisie humaine, il n'a point dépassé le 45e arbre. Il ne voulut accepter ni un honneur, ni une responsabilité, quelle qu'elle fût, dans la crainte d'avoir à payer cela par des obligations et des charges qui eussent distrait de son œuvre. Il l'économisa, il l'épargna, voilà son œuvre. Rien ne l'arrêta, ni les vols domestiques, ni les conversions de la rente, ni les catastrophes financières. Et comme il avait, en toute chose, des idées justes et saines, un jour il me vit donner un sou à un pauvre qui semblait mourir de faim. « Pourquoi donner de l'argent aux pauvres, me dit-il. Vous encouragez leurs vices, vous facilitez leurs instincts de gaspillage et de débauche. Croyez-vous donc que les pauvres économisent? Et ils boivent, mon cher monsieur, et ils boivent votre argent. Moi je n'ai jamais rien donné, jamais je ne donnerai rien. » Il avait de ces paroles profondes. Le temps laissé à l'admiration, il ajouta. En effet, Carr conforma rigoureusement sa conduite et ses principes de morale sociale, et ne donna jamais rien. On lui prit tout, les lots turcs, le Panama et d'autres choses. Il est mort ruiné,
S'il avait vécu plus longtemps, nous eussions été obligés de le prendre à l'hospice comme un indigent. Quelle admirable existence! Nous étions arrivés devant la porte du maire qui, me serrant la main, conclut mélancoliquement. Gambetta a dit que les temps héroïques étaient passés. Eh bien, il ne savait pas ce que c'est qu'un petit rentier. Les souvenirs d'un pauvre diable. Ces pages que j'écris ne sont point une autobiographie selon les normes littéraires. Ayant vécu de peu, sans bruit, sans nul événement romanesque, toujours solitaire, même dans ma famille, même au milieu de mes amis, même au milieu des foules, un instant coudoyé, je n'ai pas la vanité de penser que ma vie puisse offrir le moindre intérêt ou le plus petit agrément à être raconté. Je n'attends donc de ce travail nulle gloire, nul argent, ni la consolation de songer que je puisse émouvoir l'âme de quelqu'un. Mais pourquoi quelqu'un sur la terre se préoccuperait-il du silencieux insecte que je suis? Je suis dans le monde qui m'entoure de son immensité un trop négligeable atome. Volontairement ou par surprise, je ne sais, j'ai rompu tous les liens qui m'attachaient à la solidarité humaine. J'ai refusé la part d'action, utile ou malfaisante, qui échoue à tout être vivant. Je n'existe ni en moi, ni dans les autres, ni dans le rythme le plus infime de l'universelle harmonie. Je suis cette chose inconcevable et peut-être unique, rien. J'ai des bras, apparence d'un cerveau, les insignes d'un sexe. Et rien n'est sorti de cela, rien, pas même la mort. Et si la nature m'est si persécutrice, c'est que je tarde, trop longtemps sans doute, à lui restituer ce petit tas de fumier, cette mince pincée de pourriture qu'est mon corps, et de tant de formes charmantes qui sait, tant d'organismes curieux attendent de naître pour perpétuer la vie dont, en réalité, je ne fais rien, sinon que l'interrompre. Qu'importe donc si j'ai pleuré, si du soc de mes ongles j'ai parfois labouré ma sanglante poitrine. Au milieu de l'universelle souffrance, que sont mes pleurs? Que signifie ma voix déchirée de sanglots ou de rires, parmi ce grand lamento qui secoue les mondes affolés par l'impénétrable énigme de la matière ou de la divinité? Si j'ai dramatisé ces quelques souvenirs de l'enfance qui fut mienne, ce n'est pas pour qu'on me plaigne, qu'on m'admire ou qu'on me haïsse. Je sais que je n'ai droit à aucun de ces sentiments dans le cœur des hommes. Et qu'en ferais-je? Est-ce la voix du suprême orgueil qui parle en moi, à cette minute? Tentais-je d'expliquer, d'accuser, par trop de subtiles et vaines raisons, la retombée de l'ange que j'aurais pu être à la croupissante, à l'immonde larve que je suis? Oh non, je n'ai pas d'orgueil, je n'ai plus d'orgueil. Chaque fois que ce sentiment a voulu pénétrer en moi, je n'ai eu, pour le chasser, qu'à porter les yeux vers le ciel, vers ce gouffre épouvantant de l'infini, où je me sens plus petit, plus inaperçu, plus infinitésimal que la diatomée perdue dans l'eau vaseuse des citernes. Oh non, je le jure, je n'ai pas d'orgueil. Ce que j'ai voulu, c'est, en donnant à ces quelques souvenirs une forme animée et familière, rendre plus sensible une des plus prodigieuses tyrannies, une des plus ravalantes oppressions de la vie, dont je n'ai pas été le seul à souffrir, hélas, l'autorité paternelle. Car tout le monde en a souffert, tout le monde porte en soi, dans ses yeux, sur le front, sur la nuque, sur toutes les parties du corps, où l'âme se révèle, où l'émotion intérieure afflue en lumières attristées, en déformations spéciales, le signe caractéristique, l'effrayant coup de pouce de cette initiale, de cette ineffaçable éducation de la famille. Et puis il me semble que ma plume, qui grince sur le papier, me distrait un peu de l'effroi de ces poutres, d'où quelque chose de plus lourd que le ciel du jardin pèse sur ma tête. Et puis, il me semble encore que les mots que je trace deviennent des êtres, des personnages vivants, des personnages qui remuent, qui parlent, qui me parlent. Oh, concevez-vous la douceur de cette chose incompréhensible? Qui me parle? J'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère. Je les ai aimés jusque dans leur ridicule, jusqu'en dans leur malfaisance pour moi. Et à l'heure où je confesse cet acte de foi, depuis qu'ils sont tous les deux là-bas sous l'humble pierre,
chair dissolue et vers grouillant. Je les aime, je les chéris plus encore. Je les aime, et je les chéris de tout le respect que j'ai perdu. Je ne les rends responsables ni des misères qui me vinrent d'eux, ni de la destinée indicible que leur parfaite et si honnête inintelligence m'imposa comme un devoir. Ils ont été ce que sont tous les parents, et je ne puis oublier qu'eux-mêmes souffrir, enfants, ce qu'ils m'ont fait souffrir. Legs fatal que nous nous transmettons les uns aux autres, avec une constante et inaltérable vertu. Toute la faute en est à la société, qui n'a rien trouvé de mieux pour légitimer ses actes et consacrer, sans contrôle, son suprême pouvoir, surtout pour maintenir l'homme servilisé, que d'instituer ce mécanisme admirable de crétinisation, la famille. Tout est à peu près bien constitué, né avec des facultés dominantes, des forces individuelles, qui correspondent exactement à un besoin ou à un agrément de la vie. Au lieu de veiller à leur développement, dans un sens normal, la famille a bien vite fait de les déprimer et de les anéantir. Elle ne produit que des déclassés, des révoltés, des déséquilibrés, des malheureux, en les rejetant avec un merveilleux instinct hors de leur sein, en leur imposant, de par son autorité légale, des goûts, des fonctions, des actions qui ne sont pas les leurs, et qui deviennent non plus une joie, devrait être, mais un intolérable supplice. Combien rencontrez-vous dans la vie de gens réellement adéquats à eux-mêmes? J'avais un amour, une passion de la nature bien rare chez un enfant de mon âge. Et n'était-ce point là un signe d'élection? Oh, que je me le suis souvent demandé. Tout m'intéressait en elle, tout m'intriguait. Combien de fois suis-je resté des heures entières devant une fleur, cherchant, en d'obscurs et vagues tâtonnements, le secret, le mystère de sa vie. J'observais les araignées, les fourmis, les abeilles, les féeriques transformations des chenilles, avec des joies profondes, traversées aussi de ces affreuses angoisses de ne pas savoir, de ne pas connaître. Souvent j'adressais des questions à mon père, mais mon père n'y répondait jamais, et me plaisantait toujours. « Quel drôle de type tu fais, me disait-il. Où vas-tu chercher tout ce que tu me racontes? Les abeilles, eh bien, ce sont les femelles des bourdons, comme les grenouilles sont les femelles des crapauds, et elles piquent les enfants paresseux. Es-tu content maintenant? » Quelquefois il était plus bref. « Eh, tu m'embêtes avec tes perpétuelles interrogations. Qu'est-ce que cela peut te faire? » Je n'avais ni livre, ni personne pour me guider. Pourtant rien ne me rebutait, et c'était, je crois, une chose vraiment touchante, que cette lutte d'un enfant contre la formidable et incompréhensible nature. Un jour qu'on creusait un puits à la maison, je conçus, tout petit et ignorant, que je fusse la loi physique qui détermina la découverte des puits artésiens. J'avais été souvent frappé dans mes quotidiennes constatations de ce phénomène de l'élévation des liquides dans les vases se communiquant. J'appliquai par le raisonnement cette théorie innée, bien confuse encore, dans mon esprit, aux nappes d'eau souterraines, et je conçus, oui, par une explosion de précoce génie, je conçus la possibilité d'un jaillissement d'eau, de source, au moyen d'un forage, dans un endroit déterminé du... Je fis part de cette découverte à mon père. Je la lui expliquai du mieux que je pus, avec un afflux de paroles et de gestes qui ne m'était pas habituel. « Qu'est-ce que tu me chantes là » s'écria mon père. « Mais c'est le puits artésien que tu as découvert, espèce de petite brute !» Et je vois encore le sourire ironique qui plissa son visage glabre, et dont je fus tout humilié. Je ne sais pas, balbutiai-je. Je te demande. Mais petite bourrique, il y a longtemps que c'est découvert, les puits artésiens. Je parie que demain tu découvriras la lune. Et mon père éclata de rire. Ce rire, comme il me fit mal. Ma mère survint, ne m'était pas indulgente non plus. Tu ne sais pas, lui dit mon père, nous avons un grand homme pour fils. Le petit vient de découvrir les puits artésiens. Ma parole d'honneur. Oh l'imbécile, clapit ma mère. Il ferait mieux d'apprendre sur l'histoire sainte. Ce fut au tour de mes sœurs qui accoururent avec leurs visages pointus et curieux. Saluez votre frère, mesdemoiselles. C'est un grand inventeur. Il vient de découvrir les puits artésiens. Et mes sœurs, désagréables et méchants roquets, jappèrent et, grimaçant et me tirant la langue, « Il ne sait quoi inventer pour être ridicule. Bête, bête, bête. » Puis enfin les amis, les voisins,
tout le pays surent bientôt que j'avais découvert un moyen de creuser les puits comme on enfonce une cuillère dans un pot de beurre. Ce fut autour de ma pauvre petite personne humiliée un éclat de rire méprisant et des moqueries qui durèrent longtemps. Je sentis la déconsidération de toute une vie peser sur moi, comme si j'eusse commis un crime, et je faillis mourir de honte. Je ne dépassai pas l'école primaire, où d'ailleurs je n'obtins aucun succès, je dois le dire. Mon père avait déclaré à l'instituteur, en me confiant à lui, que j'étais excessivement borné, et qu'il ne tirerait rien de moi. Celui-ci s'en tint respectueusement à cette opinion, et n'essaya même pas une seule fois de se rendre compte de ce qu'il pouvait bien y avoir derrière cette stupidité que m'octroyait avec tant d'assurance l'autorité paternelle. Et naturellement, cette opinion bien constatée et indiscrètement répandue, je devins le souffre-douleur de mes camarades, comme j'avais été celui de ma famille. Il fut pourtant question, un moment, de m'envoyer au collège. Mais, réflexion faite, et toute raison pesée, on décida que mon éducation était suffisante ainsi. « Il est bien trop bête pour aller au collège, » disait ma mère. « Nous n'en aurions que des ennuis. »« Des mortifications, » appuyait mon père, qui aimait les grands mots. « Oui, oui, qu'est-ce qu'il ferait au collège? Rien, parbleu, ce serait de l'argent perdu. » Mes sœurs consultaient, car elles montraient en toute chose un précoce bon sens, glapirent. « Au collège, lui? Ah, l'imbécile !» De notre côté, on ne voulait pas me garder toute la journée à la maison, où j'étais une cause de perpétuel agacement. Surtout depuis la si malheureuse invention du puits artésien. Je voyais nettement dans les 8 regards de ma famille la crainte que je ne découvrisse quelque chose de plus extraordinaire encore, et pour m'en ôter l'idée, il ne se passait pas de jour qu'on ne me rappelât aigrement, avec de lourdes ironies et de persistantes humiliations, le souvenir de cette ridicule aventure. Moi qui n'avais plus le droit, sous peine de dures réprimandes ou d'intolérables moqueries, de faire un geste ni de toucher à un objet, moi qu'on rendait responsable de ce qu'il advenait de fâcheux, de la pluie, de la grêle, de la sécheresse, de la pourriture des fruits, j'étais prêt à accepter comme une délivrance tout ce que la fantaisie saugrenue de mes parents pourrait leur suggérer, en vue de mon avenir, comme ils disaient. De mon avenir. Il fut donc résolu que je travaillerais chez le notaire comme sous-saute-ruisseau, étrange et nouvelle fonction que le tabellion n'hésita pas à créer en considération de l'amitié qui le liait à notre famille. « On verra plus tard, » conclut mon père. « L'important aujourd'hui est de lui mettre le pied à l'étrier. » Mes sœurs se marièrent quelques mois de distance, et peu après, mon ordination dans le notariat. Elles épousèrent des êtres vagues, étrangement stupides, dont l'un était receveur de l'enregistrement, et l'autre je ne sais plus quoi. Non, en vérité, je ne sais plus quoi, à peine si je leur adressais la parole, et je les traitais comme des passants. Quand ils eurent compris que je ne comptais pour rien dans la famille, ils me négligèrent totalement, me méprisèrent tous les deux pour ma faiblesse, pour mes façons solitaires et gauches, pour tout ce qui n'était pas eux, en moi. C'étaient de grands gaillards, bruyants et vantards, ayant beaucoup vécu dans la lourde, dans l'asphyxiante bêtise des petits cafés de village. Ils y avaient appris, ils en avaient gardé des gestes spéciaux et techniques. Par exemple, quand ils marchaient, avançaient le bras saluer, mangeaient, ils avaient pourtant l'air de jouer au billard, de préparer des effets rétrogrades, importants et difficiles. Et naturellement, il leur était arrivé des aventures merveilleuses, de frissonnantes histoires, où ils s'étaient conduits en héros. Dans la famille et dans le pays, on la trouva successivement distinguée. « Sont-elles heureuses » s'exclamait-on en enviant mes sœurs. Le receveur de l'enregistrement avait débuté, comme fonctionnaire, dans un petit canton des Alpes. Il y avait chassé le chamois, ce qui le rendait un personnage admirable, auréolé de légendes et de mystères. Lorsqu'il racontait ses prouesses, il mimait avec des gestes formidables les gouffres noirs, les hautes cimes, les guides intrépides et les chamois bondissants. Ma sœur extasiée atteignait les purs, les ivres, les infinis sommets de l'amour. Et quelle était laide alors! L'autre n'avait pas chassé le chamois, mais il avait sauté des barrières, et il sautait encore.
Il les sautait avec une hardiesse, une souplesse, qui faisait battre le cœur de mon autre sœur, comme si son fiancé eût pris une ville d'assaut, dispersé des armées, conquis des peuples. Le dimanche, à la promenade, tout d'un coup, à la vue d'une barrière, il interrompait la conversation, prenait son élan, sautait et ressautait la barrière. Puis, revenant près de nous, il nous défiait l'un après l'autre. « Faites-en autant !» Il s'adressait à moi avec une insistance qu'on trouvait fort spirituelle et d'un goût délicat. « Voyons, essayez, faites-en autant !» Et c'était des rires moqueurs. « Oh, lui, il ne sait rien faire, lui, il ne sait même pas courir, il ne sait même pas marcher. » Alors, jusqu'au soir, il fallait entendre le récit, tel une épopée, de toutes les barrières qu'il avait franchies, des barrières hautes comme des maisons, comme des chênes, comme des montagnes, et des barrières vertes, rouges, bleues, blanches, et des murs, et des haies. En racontant, il tendait le jarret, le raidissait, le faisait jouer, fier de ses muscles. Mon autre sœur défaillait d'amour, elle aussi, emportée par l'héroïsme de cet incomparable jarret, dans un rêve de joies sublimes et redoutables. On les trouva une après-midi sur le banc de la tonnelle, ma sœur à demi pâmée entre les jarrets de son fiancé. Il fallut avancer le mariage. Et je me souviens de scènes horribles, de répugnantes et horribles scènes, le soir, dans le salon, à la lueur terne de la lampe qui éclairait une lueur tragique, d'une lueur de crime presque, ces étranges visages, ces visages de fous, ces visages de morts. La mère du receveur de l'enregistrement vint une fois pour régler les conditions du contrat et l'ordonnance du trousseau. Elle voulait tout avoir, ne rien donner, disputant sur chaque article, âprement. Son visage se ridait de plis amers. Elle coulait sur ma sœur des regards aigus, des regards de haine, et elle répétait sans cesse « Ah, mais non, on n'avait pas dit ça. Il n'a jamais été question de ça. Un châle de l'Inde? Mais c'est de la folie. Nous ne sommes pas des princes du sang, nous autres. » Mon père, qui avait cédé sur beaucoup de points, s'emporta lorsque la vieille dame eut contesté le châle de l'Inde. « Nous ne sommes pas des princes de sang, c'est possible, dit-il avec une dignité. Mais nous sommes des gens convenables, des gens honorables. Nous avons une situation, un rang. Le châle de l'Inde a été promis, vous donnerez le châle de l'Inde. » Et d'une voix nette, catégorique, il ajouta « Je l'exige. J'ai pu faire des sacrifices au bonheur de ces enfants, mais ça, je l'exige. » Il se leva, se promena dans le salon, les mains croisées derrière le dos, les doigts agités par un mouvement de colère. Il y eut un moment de dramatique silence. Ma mère était très pâle, ma sœur avait les yeux gonflés, la gorge serrée. Le receveur de l'enregistrement ne pensait plus au chamois et fixait un regard embarrassé sur une chromolithographie pendue au mur en face de lui. La vieille dame reprit « Et ça nous avancera bien tous que cette petite est un châle de l'Inde, si elle n'a rien à manger. »« Ma fille, elle a mangé ?» interrompit mon père, qui se plaça tout droit et presque menaçant devant la vieille dame, dont le visage se plissa ignoblement. « Et pour qui me prenez-vous, madame ?» Mais elle s'obstina. « Un châle de l'Inde, je vous demande un peu. Savez-vous ce que cela coûte seulement ?»« Je n'ai pas à le savoir, madame. Je n'ai à savoir que ceci, une chose promise est une chose promise. » Ma mère, de plus en plus pâle, intervint. « Madame, c'est l'habitude. Un trousseau est un trousseau. Nous n'avons pas demandé de dentelle, bien que dans notre position, nous eussions pu exiger aussi un châle de dentelle. Mais le châle de l'Inde. Voyons, madame, les filles d'épicier en ont. Ce ne serait pas un mariage sérieux. » La vieille dame, qui était à bout d'arguments, frappa sur le guéridon de sa main sèche. « Eh bien non, cria-t-elle, je ne donnerai pas de châle de l'Inde. Si vous voulez un châle de l'Inde, vous le paierez. A-t-on vu? C'est mon dernier mot. » Ma sœur, dont les yeux étaient pleins de larmes, n'y put tenir davantage. Elle sanglota, s'étouffa dans son mouchoir, hoquetant douloureusement, et si déplorablement laide que je détournai d'elle mes yeux pour ne pas la voir. « Je n'en veux pas du châle de l'Inde, » gémissait-elle. « Je veux marier, je veux marier. »« Ma fille, » s'écria mon père. « Ma pauvre enfant, » s'écria ma mère. « Mademoiselle, mademoiselle, » s'écria le receveur de l'enregistrement, dont les bras allaient et venaient comme s'ils eussent poussé
une longue queue sur un long billard. Entre ses hoquets et ses sanglots, ma sœur suppliait d'une voix cassée, d'une voix étouffée, dans l'humide paquet de son mouchoir, « Je veux me marier, je veux me marier !» On l'entraîna dans sa chambre. Elle se laissait conduire, ainsi qu'une chose inerte, répétant « Je veux me marier, je veux me marier !» Ce fut sur moi que se passa la colère de la famille. Mon père, m'apercevant tout à coup, me gifla et me poussa hors du salon furieux. « Et pourquoi es-tu ici? Qui t'a prié de venir ici? C'est de ta faute ce qui arrive. Allons, va-t'en !» Ainsi d'ailleurs se terminaient toutes les scènes. Ma sœur se maria, sans châle de l'Inde, puis elle partit. Mon autre sœur se maria également, sans châle de l'Inde, puis elle partit. Et je n'entendis plus le glapissement de mes sœurs. Un silence envahit la maison, mon père devint très triste. Ma mère pleura, ne sachant plus que faire de ces longues journées. Et les serins de mes sœurs, dans leur cage abandonnée, périrent l'un après l'autre. Moi, je copiais des rôles chez le notaire, et je regardais d'un œil amusé le défilé, en blouse bleue et en sabots, de toutes les passions, de tous les crimes, de tous les meurtres que souffle la lame des hommes. L'âme.